Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralebia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Une journée un peu particulière encore une fois au sein de la rédaction, couverture spéciale suite à la visite notamment d'une experte de l'ONU, c'est la rapporteuse spéciale sur la situation des droits humains en Algérie, des défenseurs des droits de l'homme en Algérie. On y revient longuement ce soir. On tentera de vous éclairer, de décrypter un peu tout ce qui a été dit. Les restrictions constantes imposées aux défenseurs des droits de l'homme compromettent les réformes sociales. Donc, selon Madame Mary Lawlor, donc qui est irlandaise, qui est rapporteuse donc spéciale pour l'ONU, l'Algérie doit cesser de s'en prendre aux défenseurs de droits de l'homme. Je regrette que certains défenseurs des droits de l'homme, travaillant sur des sujets sensibles, subissent des restrictions constantes. Voilà les quelques mots qu'a pu annoncer donc la rapporteuse. L'experte donc de l'ONU a observé 4 principaux types de violations utilisés pour empêcher les défenseurs des droits de l'homme d'exercer leur travail. Je cite bien sûr: harcèlement judiciaire constant, la dissolution des principales organisations de défense des droits de l'homme. On se souvient de Rage ou encore de la Ligue algérienne des droits de l'homme, tout simplement. Par exemple, des restrictions sur la liberté de mouvement, des pratiques d'intimidation et de surveillance ayant de graves répercussions sur la santé mentale des défenseurs et de leurs familles. Je déplore qu'un groupe de défenseurs des droits de l'homme, et oui, écoutez bien, puisque la rapporteuse a eu l'occasion aussi d'assister donc à certaines conférences, d'assister aussi à certains procès, on va y revenir dans le cadre de l'émission. Et voilà ce qu'elle dit. Elle déplore tout simplement, je la cite: je déplore qu'un groupe de défenseurs des droits de l'homme ayant tenté de se rendre à Tizi Ouzou, où je tenais des réunions, en a été empêché et ait été détenu durant 10 heures. Voilà ce qu'elle a pu donc constater concrètement sur le terrain. On évoque donc un peu, on essaie de décrypter un peu ce qu'elle a pu nous dire. Avec nous donc pour en parler, Gamal Abina, merci d'être l'analyste politique spécialiste des questions internationales, mais aussi fondateur d'un mouvement des droits civiques, si je ne me trompe pas. Bonsoir, Gamal Abina. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Aussi, donc, libérons l'Algérie, Herakis depuis tout temps. Un de ses credos, c'est aussi la défense et la liberté pour tous les droits d'opinion. Taha Sisri, bonsoir. Bonsoir Chavan, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de m'avoir invité et un bonjour à tous les invités. Merci. Merci d'être avec nous. Est avec nous aussi le plaisir de l'accueillir, militante politique, Samia Sayad, bonsoir. Samia Sayad, bonsoir, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, Samia Sayad? Oui. Alors, vous êtes en Algérie. J'espère qu'on va réussir à vous joindre, car vous avez donc rencontré et assisté à Samia Sayad, vous m'entendez? Oui, je vous entends, là, je vous entends. Bonsoir et bienvenue. Merci d'être parmi nous. Je vais peut-être commencer avec vous. J'espère que le réseau va tenir la route. D'abord, peut-être en quelques mots. Vous êtes au pays, vous êtes en Algérie. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu la situation des droits de l'homme aujourd'hui en Algérie, peut-être d'un point de vue général, la perception que vous en avez, vous? Oui, donc on va essayer de vous rappeler, de vous joindre à nouveau. Gamal Abina, analyste politique spécialiste des questions internationales. Gamal Abina, une nouvelle visite après Monsieur Woul cet été. C'est donc Mary Lawlor qui s'est rendue en Algérie. D'abord, d'un point de vue général, c'est quelque chose de positif pour les militants, pour les Algériens, qui a une nouvelle fois, cette fois-ci une rapporteuse qui se rend en Algérie pour essayer d'aller tâter le terrain, de comprendre un peu ce qui se passe et puis de faire un bilan.
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs éléments qu'il faut retenir. Le premier élément, effectivement, c'est que ça ouvre une perspective positive, le fait qu'un rapporteur spécial vienne parler de la question des droits de l'homme, qui n'est pas une question périphérique en Algérie. Ensuite, il y a aussi la volonté du gouvernement d'ouvrir à l'ONU, ce qu'il n'était pas obligé de faire, donc c'est quand même quelque chose qu'on peut noter. Et effectivement, ça donne lieu à des éléments de réponse, une réflexion, des rencontres, des choses comme celle-là qui sont quand même pas mal. C'est une façon de documenter ce qui se passe en Algérie, et chacun avec ses arguments qui expliquent d'un côté, quand on cherche la sécurité, de l'autre côté, quand on cherche la liberté. Donc c'est vrai que c'est des éléments qui peuvent pas forcément être compatibles, mais la question qui est posée, c'est que ce rapporteur spécial, d'ailleurs c'est pas la première, qui va en Algérie, fait un état des lieux, essaie de rencontrer des gens, c'est plus ou moins bien organisé. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant. Maintenant, il faut savoir ce que l'appréciation de cette démarche par rapport au gouvernement et par rapport au peuple, évidemment. Tahar Sisri, pareil, peut-être d'abord une première approche sur cette visite. On essaiera de comprendre dans quelques instants, est-ce qu'il y a un peu plus d'ouverture, un peu plus de souplesse de la part du régime algérien qui, je le rappelle, était assez réticent pendant des années, a dû reporter à maintes reprises donc le déplacement et la visite de l'ONU. En tout cas là, c'est la deuxième visite. D'abord d'un point de vue général, vous militez, vous êtes présent, vous êtes hirakiste, libérons l'Algérie, ça veut tout dire. Comment vous ressentez cette visite? De toute façon, le pouvoir algérien, il est dans l'impasse, donc il n'a pas d'autre choix de faire un petit effort et répondre favorablement à certaines exigences de l'ONU. Donc, comme le pouvoir totalitaire n'écoute pas le peuple, et il va essayer de libérer quelques journalistes et emprisonner d'autres. Et on va, comme il avait l'habitude de le faire. Et d'ailleurs, il a commencé à emprisonner d'autres militants. Et depuis presque 4 ans, les Algériens le savent, le pouvoir n'arrêtait pas d'harceler les militants de l'Irak. Le pouvoir totalitaire d'Alger a utilisé la justice, la police et toute l'administration pour détruire des familles, parce que arrêter un militant qui nourrit en fait une famille de 5-6 enfants, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime. Moi, je vais le dire et je vais le répéter, parce que quelquefois, en fait, il y a des familles, il y a que le père en fait qui travaille. Donc la famille se retrouve dans une situation dramatique. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Brahim Lalami est en grève de la faim. Et plusieurs militants qui étaient en prison, qui ont observé pendant plusieurs jours une grève de la faim. Et le pouvoir n'a pas reculé. C'est-à-dire, quand les Algériens lui demandent, exigent en fait la libération des détenus, le pouvoir ferme les oreilles, ferme les yeux et fonce en fait sur les militants pour casser, pour détruire le Irak. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'il va changer de stratégie. Donc il a besoin d'apaiser un peu afin de préparer le prochain carnaval. Et on le voit, il est en train de préparer juste le terrain pour de convaincre la communauté internationale, parce que dans le fond, en Algérie, les citoyens et les militants sont convaincus que ce pouvoir n'a rien à proposer. Vous avez vu Tebboune quand il a fait son discours en fait au sein de l'ONU. Donc il a dit des choses que personne ne peut croire, à part les mensonges, à part de dire qu'il n'y a pas de prisonniers ni politiques, le respect, parler même de respect des droits de la personne humaine et de la démocratie, au moment où les agents en Algérie et la justice harcèlent les militants, emprisonnent, voilà, donc les libertés individuelles et collectives ont été triturées par cette police politique qui, du matin jusqu'au soir, n'ont rien à faire, que de surveiller des militants, que d'harceler les militants, que de piétiner toutes les lois que eux-mêmes ont écrites, parce qu'ils écrivent des lois, mais ces lois n'ont aucun on va y revenir. De l'encre sur papier. On a beaucoup de temps, on va y revenir. On a énormément de temps, Sisri, ce soir, on va y revenir. Je reviens à vous. Est avec nous, j'espère qu'on va réussir vraiment à vous entendre. Samia Sayad, rebonsoir, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez? Samia Sayad, vous m'entendez? Alors, est-ce que la connexion arrive à passer? Samia Sayad, bonsoir. Allô, oui, bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci d'être là. D'abord, je voulais avoir peut-être un point de vue de votre part, un peu la situation des droits aujourd'hui, des droits de l'homme en Algérie. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire quelques mots un peu sur la situation, bon, sachant que voilà, on a notamment Yasser Ribah et puis Tahar Boutach qui viennent d'être acquittés après 32 mois. Ils viennent de passer 32 mois inutilement en Algérie. Ils ont perdu énormément de temps dans leur vie. C'est quelque chose d'assez difficile d'ailleurs à évoquer. La situation des droits, Samia Sayad, en Algérie, selon vous? Si on doit parler de la situation des droits de l'homme, déjà sachant que le but de toute association est la conservation des droits naturels. Si on doit revenir sur la situation en Algérie, malgré que ce dit gouvernement a précisé tous les droits dans sa législation, mais la pratique des libertés sont opprimées et agressées. Sachez que nous vivons actuellement dans un état déséquilibré par le mensonge et la tromperie, une forme de politique désastreuse. C'est nous, les représentants des droits de l'homme, sommes toujours confrontés à des difficultés à pouvoir exercer nos droits. Ça devient lamentable par rapport à la situation si on devait comparer ça ailleurs. Alors, je ne sais pas si on vous entend toujours. Oui, je crois qu'on vous a perdu à nouveau. J'espère vraiment qu'on va réussir à vous avoir serait-ce que quelques minutes ce soir. Gamal Abina, je reviens à vous. Je vous posais une question, il y a quelques instants, un peu sur effectivement ce côté plutôt positif, ce que souligne notamment ici cette nouvelle dame, cette nouvelle rapporteuse. Ce sont quand même des choses qui sont dénoncées par le peuple algérien maintenant depuis plusieurs années, plusieurs décennies. On a entendu quelques mots à l'instant de Samia Sayad qui parle de déstabilisation, de désastre, de déséquilibre, d'oppression, notamment au pays. Comment vous, qui avez quand même un regard sur plusieurs pays dans le monde et qui connaissez aussi quand même ce pays, vous intervenez énormément sur l'Algérie. Quand vous entendez notamment ces cris, comment vous situez l'Algérie aujourd'hui au niveau des droits, Gamal Abina? C'est difficile à dire parce qu'en réalité, il y a eu des hauts et des bas en Algérie, il y a eu des moments d'euphorie après la Révolution. Après, il y a eu jusqu'en 65 une forme d'euphorie un petit peu révolutionnaire. Après, on a eu des passages un peu à vide après le coup d'État de 65, un dirigisme très fort, puisque c'est les militaires qui étaient à la tête de l'État, à Boumedienne. Ensuite, on est passé à Chadli, qui était aussi un militaire, faut jamais oublier. Donc à chaque fois, on a une succession militaire qui a donné un régime très dirigiste. Après, il y a eu ce passage à vide, les 10 années de guerre civile qui ont été catastrophiques pour le pays. Une reprise en main par le nouveau président de l'époque, Bouteflika, de 99 jusqu'à sa perte de pouvoir en 2013, puisque après on est passé dans un pouvoir mafieux. Le Hirak qui est passé par là a fait bouger les lignes, malgré tout, on peut le dire. Il y a eu des avancées, il y a eu quelques reculs, il y a eu quelques réformes. C'est vrai que l'Algérie revient de loin et que l'argument principal évoqué d'ailleurs dans le rapport, c'est d'abord qu'il y a des réformes qui sont faites sur le plan juridique, sur le plan formel, sur le plan des lois, qu'il y a des réformes et des avancées sur le plan du droit des femmes, par exemple, dont on parle un petit peu, et que sur certains autres plans, effectivement, qui ont été soulignés dans ce même rapport. Donc la première partie est plutôt élogieuse et la seconde partie est plutôt critique à la suite des rencontres avec des acteurs associatifs et des acteurs des droits humains. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, le rapport explique qu'il y a des avancées à faire, qu'il y a des articles de loi, l'article 87 bis, qui est d'ailleurs sur le Bordeaux, l'explique, c'est un article qui fait peur à ces fameux opposants ou simplement aux gens qui veulent un peu plus de liberté. Et tous ces éléments-là font qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être réformées, qui doivent être revues dans les meilleures conditions, qui doivent répondre aux attentes du Hirak au départ, parce que le Hirak demandait plus de liberté, moins de dirigisme, plus de pouvoir au peuple, et en même temps, il demandait effectivement qu'on en finisse avec la corruption, qui est un élément qui est aussi souligné, mais surtout qu'on en finisse avec ces privations, sans doute de liberté individuelle, dans un État qui devient de plus en plus fort. On le note au niveau du PIB qui a augmenté de façon considérable, et qui mériterait effectivement de faire confiance un peu plus à certains éléments de son peuple, même les opposants. Tout le monde doit pouvoir parler en Algérie sans être inquiété, puisqu'un État fort peut garantir non seulement la sécurité pour ceux qui lui est favorable, mais aussi pour ceux qui sont des opposants. Il n'y a pas de raison que la pluralité des discours ne soit pas autorisée dans un pays moderne comme l'Algérie.
Vous parlez effectivement elle le dit, elle note clairement que l'article 87 bis du Code pénal, voilà ce qu'elle dit, était l'une des lois les plus fréquemment invoquées pour poursuivre les défenseurs des droits de l'homme en justice notamment. Elle dit, je la cite, « Il est regrettable de constater que les lois conçues pour lutter contre le terrorisme suscitent tant de terreur auprès des défenseurs des droits de l'homme en raison notamment d'une définition trop large et excessivement vague de ce qui relève du terrorisme dans le code pénal, le 87 bis, effectivement, qui subit aujourd'hui énormément de peur, énormément de terreur auprès des défenseurs. Vous comprenez, est-ce qu'on peut s'attendre demain que suite à ces demandes qui sont claires d'ailleurs, j'invite vraiment les téléspectateurs à se rendre sur le site de l'ONU, les demandes sont claires sur le 87 bis qui fait énormément de mal, enfin le mot n'est pas assez fort d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que le pouvoir algérien, comme on le connaît, comme vous le connaissez actuellement, va pouvoir faire marche arrière? D'ailleurs, elle dit clairement qu'elle est prête à, entre guillemets, à assister, à accompagner donc le pouvoir à travailler, à revenir sur ce 87 bis. Je pense qu'il y a des choses qui sont des réalités. La première, c'est que l'Algérie est passée par un traumatisme violent. Une guerre civile, c'est un frère qui tue un frère. Donc c'est compliqué. Après, quand on sort d'une guerre civile, on a tendance à avoir des lois d'exception, des lois extrêmement dures, des lois qui ne font pas de distinguo entre l'opposition quand elle existe ou simplement ce qu'on appelle le terrorisme. Donc c'est vrai que tous ces éléments-là font que on est arrivé sur des textes contraignants qui ont sans doute, je le suppose, ont eu la main lourde sur des personnes qui n'avaient rien à voir avec les questions du terrorisme, mais qui étaient simplement peut-être pas d'accord avec certains éléments de langage, certains éléments juridiques qui étaient trop lourds, qui pesaient sur les épaules du peuple. Donc c'est vrai que je pense que quand on est apaisé, quand le pays va mieux, quand l'économie est plus saine, même si l'Algérie est inquiète à ses frontières, il faut pas manquer de courage et se dire que finalement il y a du cas par cas. J'ai envie de dire qu'on fait de plus en plus, mais il n'y a pas qu'en Algérie, on l'observe aussi un peu partout dans le monde. Dès qu'on fait des lois comme aux États-Unis, le fameux Patriot Act, c'est une loi qui était une restriction des libertés pour toute la population. Donc il faut faire attention à ces dérives parce que ça devient des dérives autoritaristes qui, sous couvert de lutte contre le terrorisme, le séparatisme, je ne sais quoi, finit par mettre tout le monde dans le même sac. Donc c'est vrai qu'il y a un effort à faire, c'est souligné dans ce rapport. Le rapport dit des choses élogieuses, comme disait, en même temps des choses qui ne vont pas. Et je pense que les autorités algériennes, s'ils ont accepté qu'un rapport fait par une femme qui était quand même assez indépendante, puisse être produit à l'ONU, un long rapport d'ailleurs, il est accessible en français et en anglais. S'ils ont accepté cela, c'est que peut-être quelque part, ils ont envie de faire les efforts. Il faut espérer que des réformateurs, comme Samia qui est sur place, puissent faire avancer le débat, mais c'est un débat d'idées, c'est un débat de réflexion, c'est un débat d'amélioration d'un système qui existe et qui doit être amélioré. Et je pense qu'avec la société civile, parce qu'on n'en parle pas beaucoup en Algérie, eh bien le débat est possible. Tahar Sisri, je voudrais avoir peut-être aussi votre avis. Il y a un cri de colère venant de la rapporteuse concernant ce 87 bis. Elle demande vraiment aux autorités, au pouvoir algérien de revenir sur cette loi, cette nouvelle loi 87 bis qui, nous le savons bien évidemment, mais selon son constat aussi, fait énormément de mal aux Algériens, aux Algériennes, aux militants et aux militantes politiques. Tout d'abord, je veux dire une chose, qu'on ne peut pas améliorer un pouvoir pourri, un pouvoir qui est pourri de l'intérieur et de l'extérieur, et donc cette vision en fait qui a existé, même avant, parce qu'il y avait des gens qui ont cru en fait que l'entrisme en fait c'est un moyen pour changer le pouvoir. Donc, je pense que les Algériens l'ont constaté. Ils ont constaté que ce pouvoir ne changera pas. Et ce pouvoir, il est tellement pourri, on ne peut pas le réformer. Donc, il y a un deuxième point, c'est que en fait, le pouvoir algérien, c'est un pouvoir totalitaire. Donc, il empêche les journalistes de parler, il empêche les citoyens de parler, il empêche les militants des droits de la personne humaine de parler, il empêche le mouvement associatif d'exister, là, il empêche les syndicats d'exercer en fait leur fonction et de défendre les intérêts des travailleurs. Donc ça s'appelle pouvoir totalitaire. Donc réformer un pouvoir totalitaire, c'est compliqué. Donc, mais est-ce que vous ne pensez pas
Est-ce que vous pensez que c'est vrai que on le dit assez, on l'a constaté, on l'a mis assez ici en débat avec nos invités. Il y a un pouvoir qui est plutôt souvent un peu dans le déni, qui rejette les réactions, les analyses des observateurs, des penseurs, des sénateurs, des ONG, qui rejettent aussi beaucoup, énormément d'ailleurs, les analyses et les critiques de certains et certaines journalistes. Mais ce pouvoir, effectivement, il y a ce constat-là. Mais est-ce que le fait qu'aujourd'hui il y ait cette nouvelle personne qui est depuis quelques jours, qui vient de terminer donc son déplacement en Algérie, est-ce que vous pensez que le pouvoir algérien change? Il évolue dans le bon sens? Il est en train d'apaiser, de se rendre compte qu'il faut apaiser les choses? Ou est-ce que vous pensez plutôt que c'est juste un peu de com, se redorer le blason, gagner un peu de confiance, peut-être avant 2024 aussi, puisque c'est aussi les élections bientôt? Justement, le pouvoir essaie d'utiliser la ruse parce que il le sait, dans le fond, le pouvoir est complètement, le pouvoir n'arrive plus à convaincre le peuple et le peuple aujourd'hui, il est convaincu qu'il n'y a pas d'autre solution qu'un changement radical. Donc, il l'a montré en 2019, il le montre encore aujourd'hui. Parce que même s'ils essayent aujourd'hui en fait de faire de préparer une scène pour faire un carnaval, mais le peuple n'adhère jamais ni à la politique, ni à la vision, ni aux méthodes utilisées, de propagande utilisée par le pouvoir totalitaire. Donc aujourd'hui, le pouvoir n'a pas d'autre choix que d'utiliser la ruse. Et d'ailleurs, ils essayent d'avancer Moukri, pour dire que attention, il y a les islamistes, ils ont toujours la même méthode, ils utilisent toujours la même méthode. C'est-à-dire Moukri va revenir, attention, alors que Moukri, c'est un élément du régime. Moukri, c'est un enfant des généraux. Donc ils essayent de nous dire aujourd'hui, via un certain nombre de leurs éléments, que Moukri va revenir, que c'est un candidat sérieux qui va faire des changements en Algérie, qui va peut-être gagner contre Tebboune. Donc, et ces méthodes, on les connaît. C'est des méthodes en fait qui sont connues, les Algériens les connaissent. Donc, mais pour l'extérieur, en fait, vendre cette image d'un élément du régime connu par tous, qui essaie en fait de je pense que vous parlez de. Je pense que vous parlez de monsieur. Je pense que vous parlez de monsieur Moukri qui vient de subir une ISTN. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, ou pas? Oui, je vous entends. Oui, très bien. Je pense que vous parlez de monsieur Moukri qui vient de subir une ISTN. Alors, il n'est pas présent aujourd'hui. Nous avons aussi l'occasion de l'inviter. Voilà, si par hasard un jour vous êtes sur la même mission, vous pourriez échanger un peu là-dessus sur ce qu'il était, ce qu'il représente. Mais en tout cas, vous faites bien de le souligner que monsieur Moukri aussi, qui discute et qui échange énormément avec le pouvoir actuel algérien, subit actuellement une interdiction de sortie de territoire national. On va écouter ici. Je reviens à vous, Taha-Cissé, on a vraiment le temps. Croyez-moi qu'on a le temps. Je reviens à vous. Je reviens à vous dans un instant. On va écouter ici la rapporteuse justement qui nous parle notamment de ces arrestations sans base juridique. It is clear to me that human rights defenders who choose to operate outside of the government-designed civil society framework face serious difficulties which also impact on their families. Furthermore, time and again I heard about the lack of transparency in relation to suppressive actions taken against human rights defenders, where little information was provided about who gave the order against them, on what authority, and for what reason. Numerous individuals made reference to some sort of political police force which would exist in the shadows and which would not seem accountable to any transparent oversight. Sadly, some human rights defenders I intended to meet refused or cancelled at the last minute for fear of reprisal.
Voilà un des éléments, enfin des points importants dont vient évoquer la rapporteuse, notamment sur ces arrestations sans base juridique. Gamal Abina, je reviens vers vous sur cette question. Est-ce qu'on peut aussi penser ici, alors on a compris que voilà pour notamment notre autre invité Tarassi, c'était plutôt peut-être de la ruse, d'essayer de démontrer un message, ce qui peut se comprendre pour certains, mais est-ce que du côté peut-être du pouvoir algérien, même si on est à quelques mois des élections présidentielles, est-ce qu'il commence à comprendre un peu, est-ce qu'il commence peut-être à vouloir écouter le peuple, à se préoccuper des droits, et ces droits humains? C'est vrai qu'en Algérie, malheureusement, s'il y a une actualité qui fait la une de plusieurs presses, notamment à travers le monde, c'est souvent ces problèmes de droits. C'est positif, vous pensez que d'après vous, que le pouvoir algérien comprend un peu mieux les choses, a envie d'écouter, d'apaiser, puis de libérer un certain nombre de champs, d'expressions, de liberté, par exemple? Je pense que tout est possible. Après, je dis pas que c'est sûr et que ça peut arriver, mais je pense qu'effectivement, déjà, s'ils ont accepté qu'il y a un rapporteur de l'ONU qui vient sur le territoire, qu'elle discute avec des gens, elle rencontre plus ou moins des personnes, pas toutes, puisqu'elle a expliqué que quand elle était à Tizi Ouzou, il y a une équipe qui n'a pas pu venir. Mais je pense que cette intention est là, elle est affichée. Est-ce qu'ils vont se réformer? Ça, c'est un autre débat, on peut en discuter. Est-ce qu'on peut réformer? Alors, j'ai entendu qu'on ne peut pas réformer ce pouvoir parce qu'il serait pourri. Ok, très bien. Mais je parle pas du pouvoir, moi je parle de réforme de droit. Je parle parce que je m'inscris dans la question du droit. C'est-à-dire que quand les textes de droit sont appliqués et s'ils sont réformables, il faut les réformer. Après, est-ce qu'ils vont essayer d'écouter plus le peuple? Je pense qu'ils ont un intérêt à cela. Parce que d'abord, il y a une élection qui arrive, vous venez de le dire, et puis surtout parce que l'Algérie se renforce économiquement et que là où il y a une amélioration économique, en règle générale, il y a des pays qui le font pas, mais comme la Chine. Mais en règle générale, on a tendance à écouter un peuple qui est très éduqué. N'oublions jamais que l'Algérie a plus de 90%, voire 95% de gens qui savent lire et écrire, qui sont alphabétisés, qui sont très conscients politiquement, que c'est un pays qui a dépassé la question du terrorisme des années 90. Maintenant, on est sur autre chose, c'est apaisé. Le Hirak l'a démontré, très civilisé, très réfléchi, avec des slogans intelligents et qui ont parfaitement cerné la problématique du pouvoir algérien aujourd'hui et du pouvoir d'hier, puisque c'est un pouvoir qui était vraiment corrompu. Donc les questions qui se posent aujourd'hui, c'est des réformes d'ordre évidemment institutionnel, des réformes liées à la liberté de la presse, puisque ça a été discuté de nombreuses fois, des réformes liées à la liberté du droit individuel, simplement ce qu'on appelle les droits de l'homme, pour faire simple, où on garantit aux citoyens d'avoir les droits égaux en droit et en devoir d'ailleurs pour tout le monde, mais c'est des questions qui doivent être discutées, qui doivent être amenées par la société civile dans un rapport effectivement de négociation et discussion directe et ouverte, et je pense que si le pouvoir algérien aujourd'hui accepte que l'ONU vienne en Algérie, ils ne sont pas obligés de le faire. Il n'y a aucune raison d'accepter une délégation onusienne. Je veux dire, ils font ce qu'ils veulent. Ils l'ont accepté peut-être pour soit avancer sur ces questions-là, soit montrer une image positive. Mais quoi qu'il en soit, on peut espérer, moi je suis quelqu'un qui en règle générale est assez optimiste, qu'il y ait une progression, une amélioration. Il faut espérer qu'il y ait une amélioration à ce niveau-là, tout comme au niveau du droit, tout comme au niveau de l'économie, tout comme au niveau de beaucoup de réformes structurelles doivent être mises en place. Mais tout cela prend du temps. Ça ne se fait pas en 5 jours, ça ne se fait pas dans l'intention. Et des invectives de type, par exemple, totalitaire, il faut faire attention au terme. Totalitaire, c'est pas du tout l'Algérie. Totalitaire, on parle de régimes extrêmement dirigistes, violents, où il n'y a aucun droit d'application qui s'applique. Totalitarisme, c'est quand même quelque chose de très marqué dans le temps. On peut parler de... mais là, c'est intéressant le terme que vous prenez. L'Algérie, c'est assez particulier parce que c'est vrai que pour certains, c'est pas du totalitarisme, pouvoir autoritaire. Certains iront jusqu'à dire même que c'est une dictature, et je sais que vous pouvez réagir là-dessus. Mais c'est assez compliqué parce que c'est vrai que c'est un pays, alors, qui paraît assez libre comme ça, mais lorsqu'on est une association, lorsqu'on est un militant politique, défenseur des droits de l'homme, lorsqu'on veut écrire un papier dans une presse pour un article automobile, politique ou de denrées alimentaires, ou alors lorsqu'on a envie de voir un débat politique où vraiment on a envie de poser toutes les questions comme ici par exemple, c'est vrai qu'il y a énormément de manquements, voire une quasi totale absence. Donc c'est assez particulier comme pays. Cette liberté, on a l'impression que ce n'est qu'un mot.
Alors, en vérité, il y a plusieurs éléments. Bon, totalitaire, je refuse le terme parce qu'il est excessif et que le totalitarisme, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu dans l'histoire, il y a eu le nazisme, on le sait très bien, un peu Mussolini, beaucoup le dirigisme soviétique. On en a encore en Corée du Nord, par exemple. On a des régimes totalitaires qui changent totalement la société, la structure, et pour lesquels il n'y a pas d'opposition possible. Là, par exemple, on a Samia au téléphone, c'est rassurant tout de même, elle peut parler. Dans un régime totalitaire, elle ne parlerait pas. Il n'y aurait même pas la moindre opposition de forme, de fond ou de quoi que ce soit. Je parlerais plutôt, non pas de dictature, parce que la dictature, c'est aussi très marqué. Il n'y a pas de droit non plus en dictature. Hein, c'est celui qui est le dictateur dirige tout seul. Je parlais plutôt d'un régime qui serait assez dirigiste, voire autoritaire. Là, on peut parler de cela, effectivement. Alors, c'est un régime qui est drapé dans une histoire, hein, qui a quand même un passé, avec ce traumatisme des années 90, qui conduit à penser qu'effectivement, il y a un dirigisme excessif. Moi, j'ai tendance à penser, en termes de dirigisme, peut-être de paternalisme ou d'autoritarisme, mais en aucun cas de dictature, ou encore moins vraiment de totalitarisme. Là, on est sur autre chose. Vous, c'est quelque chose qui est clair, hein, pour vous. Voilà, ce pouvoir actuel, c'est vrai qu'on peut penser qu'il y a parfois certaines choses comme ça qui sont un peu libérées, on va dire. On a tendance, on peut avoir l'impression. Alors nous, on connaît bien le dossier, mais pour vous, du côté voilà, des militants, vu la situation, et je le disais tout à l'heure, hein, c'est regrettable que 2 jeunes soient restés 32 mois en prison pour être acquittés. Pour vous, ce pouvoir aujourd'hui, il peut bouger, il est dans un sens positif avec cette visite, ou alors c'est que de la com et ça, on n'en sortira rien? Je veux revenir en fait sur le terme un pouvoir totalitaire. Pour moi, le pouvoir, c'est le pouvoir algérien, je continue à le dire parce que c'est la réalité, parce que c'est la vérité. Le pouvoir algérien, c'est un pouvoir totalitaire. Sinon, je peux le justifier. Hein. Moi, je peux te donner en fait plusieurs éléments qui montrent que ce pouvoir, c'est un pouvoir totalitaire. Le pouvoir qui a assassiné Tamalt en 2016 à l'intérieur de la prison parce qu'il militait, parce que c'est un journaliste, parce qu'il disait la vérité, c'est un pouvoir totalitaire. Le pouvoir qui a assassiné Kamaldin Fakhar en 2019, c'est un pouvoir totalitaire. Le pouvoir qui a assassiné Hakim Debazi en 2021, c'est un pouvoir totalitaire. Le pouvoir qui a brûlé et assassiné des centaines de personnes à l'Arbanatirathen, à Michelet et dans plus en fait à Bidjaya et dans d'autres régions d'Algérie, c'est un pouvoir totalitaire. Le pouvoir qui a déclaré une guerre ouverte les années 90 et qui a assassiné des milliers de civils qui n'ont rien fait, c'est un pouvoir totalitaire. Donc on ne peut pas en fait ignorer en fait un certain nombre de faits que le pouvoir essaie en fait de maquiller, d'éviter en fait de donner en fait ou justifier un certain nombre de violences, en fait des violences contre le peuple, hein, et pour justement donner une image en fait qui n'est pas vraie, hein, parce que dire que le pouvoir algérien c'est un pouvoir même dictatorial, c'est peu, parce que on le voit aujourd'hui, hein, des militants en prison, en grève de la faim pendant presque 4 mois et ils sont toujours en prison. Donc ce pouvoir n'accepte pas la critique, ce pouvoir n'accepte pas en fait l'opposition, ce pouvoir veut détruire tout ce qui n'est pas acquis à sa cause. Donc pour moi c'est la définition du pouvoir totalitaire. Après, est-ce que le pouvoir va reculer? Est-ce que le pouvoir va se réformer? Moi, je suis convaincu. Et il faut une transition démocratique. Sans transition démocratique, il n'y aura pas de réforme, il n'y aura pas de changement, parce que les revendications de Hirak, qui sont claires, hein, donc la construction d'un état de droit où les lois sont en fait où les lois sont opposables à tous et respecté par tous, parce que c'est important. Parce que faire des lois pour les faire, ou faire des lois pour sanctionner uniquement les militants, ça n'a pas de sens. Et justement, c'est ça le problème en Algérie. Parce que quand on parle des lois, sur le papier, il y a des lois, il y a des lois même qui ressemblent aux lois en fait, des pays démocratiques. Mais c'est faux, parce que ces lois ne sont jamais appliquées quand il s'agit des généraux, quand il s'agit de la police politique criminelle, quand il s'agit en fait des généraux de la honte. Ça, on ne touche pas.
ou leur famille, ou la base sociale du régime. Donc on n'y touche jamais. Donc quand il s'agit du peuple, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de critiquer, on n'a pas le droit d'écrire un petit message sur Internet, sinon le lendemain, on se retrouvera en prison. Donc il y a des problèmes sérieux en Algérie. Voilà pourquoi le Hirak est toujours là et le Hirak continue. Et c'est pour en 2024, on doit mettre fin à ce pouvoir totalitaire. En tout cas, ce qui est positif, c'est que là, ce qui est positif, c'est que voilà, l'ONU, cette experte, et il y avait Monsieur Woul cet été, là, il s'agit d'une experte, elle a eu accès, elle a même participé à des conférences de presse, elle a même participé à des procès. Ça, c'est une grande première. Ça reste quand même, voilà, ça peut être quelque chose peut-être de positif. D'ailleurs, elle le dit, hein, elle a salué l'acquittement de 3 défenseurs des droits de l'homme qu'on salue aujourd'hui, Jamila Loukil, Qadul Chouicha et Saïd Boudour, voilà, pour notamment avoir subi ce 87 bis. Elle dit clairement, je le rappelle, j'espère que cet acquittement marquera le début d'un processus de révision de l'article du 87 bis, et elle dit clairement, je me tiens à la disposition du gouvernement algérien pour l'assister à cet égard. Fin de citation. Donc c'est peut-être un petit pas positif pour les militants, les défenseurs, que cette dame elle soit rendue une nouvelle fois en Algérie et qu'elle ait même assisté à des procès. D'ailleurs, une autre question, certains parlent de même limite d'ingérence. Alors c'est aussi une question sur laquelle vous pouvez réagir. Non, bon, quand on dit la vérité, c'est pas une ingérence. Quand les organisations des droits de la personne humaine parlent en fait des restrictions graves, des agissements inacceptables, de la répression organisée par un pouvoir totalitaire, donc c'est normal. Bon, si les gens qui parlent aujourd'hui de l'ingérence et tout le blabla, ils n'ont qu'à lutter justement pour un changement démocratique. Si on aura demain une Algérie démocratique, personne ne critiquera. Personne ne critiquera tout simplement parce que le fait de respecter les droits, le fait de mettre en place une politique qui respecte en fait les libertés individuelles et collectives, qui donne le droit aux Algériens d'avoir leurs droits. Donc personne ne critiquera. Qui a critiqué par exemple la Suède? Qui a critiqué en fait les pays nordiques sur le plan démocratique? Personne, tout simplement parce que eux ils respectent leur peuple. Donc s'il y a des critiques, s'il y a des gens qui se permettent en fait de faire des commentaires, c'est parce que le pouvoir totalitaire d'Alger ne veut pas lâcher, parce qu'il ne veut pas reculer, parce qu'il ne veut pas tout simplement changer, parce que ce pouvoir avait l'habitude de voler, d'organiser le pillage, de nourrir sa base sociale, de réprimer le peuple, d'organiser en fait des choses que personne ne pourra imaginer. Hein. Par exemple, l'assassinat de Jamal Ben Ismaïl devant des millions en fait des gens qui regardaient en direct l'assassinat d'un militant hirakiste qui était un humaniste, qui était avec nous depuis le début du Hirak. Le pouvoir l'a assassiné, et le seul, en fait, les seuls responsables en fait de ce crime, c'est le pouvoir totalitaire. Aujourd'hui, on emprisonne des militants, en fait, ou des personnes qui n'étaient même pas présentes sur place. C'est-à-dire, ils ont utilisé cette question pour emprisonner des innocents. Donc, on ne peut pas dire en fait que ce pouvoir veut ou il essaie de changer. À l'intérieur du pouvoir, il y a des personnes de 94 ans, de 84 ans, et ils sont complètement désaxés, ils sont têtus, et ils n'ont qu'une envie en fait de rester jusqu'à la fin de leur vie en fait au pouvoir, et de pérenniser un système qui a détruit l'Algérie, parce qu'on aurait pu être mieux que l'Espagne. Et on a des richesses, on peut construire une économie très très solide, on peut développer les universités algériennes, on peut faire de la recherche, mais nous n'avons rien fait. Et aujourd'hui, on est en retard à cause de ce pouvoir totalitaire qui a détruit tout. Il a détruit tout, il n'a rien construit. Donc, et les Algériens n'ont pas d'autre choix que de lutter, revenir au Hirak. Le Hirak, c'est le seul moyen justement pour déraciner le mal, parce que le mal, il est à l'intérieur du pouvoir.
le mal, il est à l'intérieur de la junte, le mal, il est à l'intérieur de la police politique, et sans dissolution de cette police politique et démantèlement de la junte, on n'arrivera jamais à changer les choses. On ne pourra pas organiser faire ni des élections, parce que les élections sont devenues, ils étaient toujours un bourrage dur. Donc il n'y a pas d'élection en Algérie. Donc aujourd'hui, il y a une seule solution, c'est la transition démocratique. Le peuple doit se réorganiser de plus en plus. Le peuple doit travailler, parce qu'on a besoin de travailler pour l'Algérie et uniquement pour l'Algérie, parce que l'Algérie a besoin de nous. Je reviens à vous, Tahar El Sissi. On va écouter ici donc l'expert de l'ONU qui évoque notamment son l'arrestation durant sa visite à Tizi Ouzou, notamment une dizaine de citoyennes qui ont souhaité assister, qui ont été arrêtés. My visit was also overshadowed by a number of human rights defenders, members of civil society organizations, and victims of human rights violations being prevented from reaching Tizi Ouzou when I was there. As they traveled to the city, they were either stopped at checkpoints or detained in a police station for over 10 hours. Exemplifying the lack of transparency noted above, when the human rights defenders asked why they were being stopped, they were simply told, "You know why. Orders have come from above." Voilà, et puis on peut rappeler aussi qu'elle a fait quelques propositions, des recommandations, comme elle le dit: libérer tous les défenseurs des droits de l'homme emprisonnés pour l'exercice de leur liberté d'expression, d'opinion et d'association, dit-elle. Veiller à ce que les acteurs non étatiques n'intimident pas ou ne ciblent pas les défenseurs des droits de l'homme, notamment en raison de leur travail, par exemple. Modifier les articles, ça y revient souvent, modifier les articles du code pénal relatif au terrorisme et à l'atteinte de l'unité nationale. C'est vrai que souvent, lorsqu'il y a une accusation, c'est l'atteinte à l'unité nationale qui revient, notamment les articles 79, 87 bis, 95 bis et 96, afin de les rendre conformes aux normes internationales. Elle revient aussi sur le fait que l'Algérie ait ratifié plusieurs conventions. Ça, c'est très important. Entre autres, abolir l'utilisation des interdictions de sortie de territoire national, notamment pour limiter les déplacements de certains militants, qui sont derrière les barreaux. Pour certains, nombreux, on en compte aujourd'hui 250, et puis d'autres qui ne peuvent plus sortir du territoire. Gamal Abina, si on prend peut-être un peu de hauteur avec vous, on essaye effectivement de comprendre un peu les différentes revendications, propositions, bilan et constats de l'experte. Mais dans ces régimes qu'on peut qualifier d'autoritaires, de dictature pour certains, les avis sont pas les mêmes en fonction effectivement de ce que vivent certains, les perceptions, un peu que les éléments des uns et des autres. Mais est-ce qu'un pouvoir comme le pouvoir algérien aujourd'hui n'aurait pas tout à gagner justement à libérer donc les droits de l'homme? C'est la liberté d'exercer son activité, c'est la liberté de s'exprimer, c'est la liberté de se déplacer, c'est toutes ces libertés-là qui sont fondamentales. Est-ce que ce pouvoir-là, il n'aurait pas tout à gagner justement à libérer un peu de plus en plus notamment le champ médiatique, par exemple, le champ syndical, entre autres, pour pouvoir gagner un peu plus de confiance au peuple? Oui, je pense qu'il devrait effectivement ouvrir plusieurs champs, comme vous l'avez souligné, médiatique, politique, évidemment, syndical, même le champ des réflexions et le débat contradictoire, le fait de pouvoir peut-être trouver une forme d'agora populaire pour que tout le monde puisse s'exprimer et faire des cahiers de doléances. Je suis d'accord avec ça. La question qui se pose, c'est les termes du débat ne doivent pas être biaisés. Par exemple, là, la rapporteuse spéciale est d'origine irlandaise. Et il se trouve que son pays, l'Irlande du Nord en l'occurrence, qui est une colonie anglaise, il faut le rappeler,
a subi du temps de Thatcher un traitement extrêmement violent qui a conduit à la mort, par exemple, d'un prisonnier politique qui s'appelait Bobby Sands. Il est mort d'une grève de la faim. Est-ce que l'Angleterre, pour autant, peut être qualifiée à l'époque, même si c'était un régime extrêmement dur, on l'appelait la Dame de Fer, est-ce que l'Angleterre peut être qualifiée de pouvoir totalitaire? Non, il faut pas mélanger les termes. C'est-à-dire qu'on peut être en colère, je comprends la colère, et elle peut être salvatrice, même si elle n'est pas bonne conseillère, mais il faut utiliser les bons termes. Quand on dit qu'il y a un régime qui est très dirigiste, ça correspond à ce qui se passe en Algérie. S'il était totalitaire, il n'y aurait pas de représentants de l'ONU sur place, il n'y aurait pas d'opposition au téléphone ou par Internet, il n'y aurait rien. Là, en l'occurrence, il y a quand même certaines... À quel prix quand même pour certains? À quel prix? Oui, j'entends bien. Parce que tôt ou tard, certains le payent. Et puis, il y a plusieurs militants comme ça. D'ailleurs, on a même du mal à comprendre. On pense, je pense par exemple à Mohamed Tafarka, qui est militant, qui fait de la culture, qui est aujourd'hui, dans une situation derrière les barreaux, c'est très compliqué pour lui. On peut en citer plein. Il y a des artistes, il y a STN, il y a... il y a effectivement, on parlait de Monsieur Mokri, il y a Ali Belhadj qui ne sort même plus de chez lui parce qu'aujourd'hui c'est plus possible, etc. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas, que les Algériens ne comprennent pas. Et puis encore une fois, vraiment, je peux pas le faire ce soir, mais on pourrait en citer des dizaines. Il y a des dizaines de jeunes, il y en a qui sont en train de qui sont en pleine grève de la faim, etc. Donc c'est ça que les Algériens et les Algériennes ne comprennent pas, Gamal Abina, que certaines ONG crient aussi au scandale, des observateurs, des analystes, on le dit, de parlements européens, des sénateurs. Alors tout n'est pas beau chez eux, mais voilà, je pense que c'est ça aussi qu'il faut peut-être prendre en compte. La problématique principale, c'est les libertés individuelles. Je suis d'accord avec vous. Je prends un exemple très concret. Rachid Nekaz a eu un propos un peu léger, puisqu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait. Il a parlé de prendre les armes. Ça, c'est ce qu'on appelle atteinte à la sécurité nationale. Il aurait dû prendre 12 ans de prison, comme c'était le cas à l'époque avec Ali Belhadj et Abbas Madani. Il n'a pas pris 12 ans de prison, il a été libéré au bout d'1 an. Pour des raisons X ou Y, mais dans tous les cas de figure, le régime est beaucoup moins dur qu'il a été. Il n'y a pas un continuum du régime algérien de la révolution à aujourd'hui. Il y a des moments, des strates de liberté ou de crispation qui existent. Et aujourd'hui, on peut espérer. Moi, je vous dis, je suis quelqu'un d'optimiste. Je pense que les choses vont changer. On peut espérer une amélioration. Mais le Hirak a fait quand même une chose extraordinaire. Il a interdit qu'on représente un grabataire au pouvoir. Il a interdit que des corrompus puissent continuer à s'en mettre plein les poches sur le dos du peuple. Alors, il y a des choses qui doivent être changées, mais il faut progresser graduellement. Et c'est là où je me pose la question. Votre interlocuteur dit régulièrement, il faut un changement radical. Et il dit par la démocratie. Or, si on lui présente la démocratie telle qu'elle est présentée, il va la refuser. Donc comment pouvoir obtenir une amélioration si ce n'est sur la base de ce qui existe? Moi, je pense qu'il faut négocier, discuter, il faut que l'opposition s'organise, il faut un candidat indépendant, et à ce moment-là, la démocratie jouera son plein. Mais pour y arriver, il faut un peu plus d'ouverture, je vous l'accorde bien volontiers, et ces questions-là doivent être discutées. Mais si l'Algérie aujourd'hui présente une image un peu meilleure qu'elle n'était hier, elle doit améliorer cette image, c'est nécessaire parce que le peuple algérien aspire à la liberté comme tous les peuples. Quand vous dites meilleur, vous, de votre point de vue, je rappelle, vous êtes à l'étranger, vous analysez aussi plusieurs domaines aussi, même au niveau de l'Algérie, que ce soit les droits ou l'économie, etc. Quand vous dites meilleur, par exemple, quand on parle des droits aujourd'hui, par exemple, c'est... Simplement, déjà, je vais prendre un truc tout bête. Moi, par exemple, j'étais à la Réunion il y a 2 jours avec une organisation algérienne-française, des élus franco-algériens, et j'ai pris la parole juste pour inciter les Algériens à investir dans leur pays, parce que c'est leur pays. Qu'ils soient franco-algériens ou pas, ils restent algériens. Et je pense qu'en termes de liberté individuelle, une des premières libertés, c'est de pouvoir investir tranquillement sans être inquiété par une administration endémique, lourde, pesante, qui sabote l'acte d'investissement, tout comme la liberté de penser. Nous avons, nous, les Algériens d'étrangers, nous sommes 20% en gros à l'extérieur, nous avons une perspective de la démocratie, des libertés individuelles qui est différente de celle qui est en Algérie. Parce qu'on a vu l'autre monde, on a vu d'autres mondes. Et donc ces questions-là doivent être transportées en Algérie, doivent être discutées, doivent être amenées parce que c'est un enrichissement. Et c'est à ce niveau-là que les différents actes de liberté, qu'elles soient économiques, politiques ou simplement de la pensée, doivent être exercés pleinement et entièrement dans un pays nouveau qu'est l'Algérie. C'est un pays qui reste neuf. On n'a que un peu plus de 60 ans d'indépendance. C'est un pays qui part de très bas. On n'avait même pas 2000 universitaires à l'indépendance. Donc c'est important de rappeler qu'aujourd'hui, on doit améliorer tout ce cadre. Ça prend du temps, c'est difficile. Je ne donnerai de leçons à personne parce que je suis très très mal placé. C'est le Hirak en Algérie qui a fait le travail et on nous les a accompagnés d'ici, mais c'était difficile. Et aujourd'hui, il faut espérer que les choses s'amélioreront. On espère que effectivement les dirigeants d'Algérie actuellement commencent à entendre plus de peuples et leurs aspirations, tout simplement. Ils ont peur, selon vous,
le pouvoir algérien, ce genre de pouvoir qui sont là, où on voit tout de même qu'il y a une certaine omerta sur plein de choses. D'abord, serait-ce que le champ médiatique. Les médias, c'est aujourd'hui les réseaux sociaux, les médias, c'est une des forces, c'est une des forces numéro 1 d'une démocratie, on va dire, pour pouvoir travailler, échanger, etc. On voit qu'au sein des médias, on n'imagine pas ce soir sur les plateaux de télé en Algérie ce genre de débat où qu'est-ce qui va pouvoir changer, la situation, parce que nous on cite des exemples, on dit les choses, c'est vrai que c'est pas le cas. Donc pour l'Algérie. Je pense que là, vous venez de souligner une question très importante, c'est le quatrième pouvoir. Avant, c'était la presse écrite. Maintenant, ce sont les médias sociaux, les réseaux sociaux. Et ces réseaux sont un acte de liberté. D'ailleurs, ça conduit le Hirak, ça a cadré le Hirak, ça a conduit à ces fameuses fausses révolutions, parce que c'est pas vraiment des révolutions arabes. Ça a conduit aussi aux mouvements sociaux en France, les Gilets jaunes. Donc, les réseaux sociaux sont devenus un pouvoir en soi et une nouvelle démocratie qui est numérique. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça inquiète non seulement le pouvoir de l'Algérie, mais tous les pouvoirs dans le monde entier. Tout le monde a peur de cet instrument de liberté et voudrait le cadenasser. Espérons que ça n'arrive pas, mais espérons effectivement que le peuple algérien, comme les peuples du monde, utilise ce vecteur de communication pour peut-être faire un cahier de doléances, peut-être changer ce qui ne va pas, peut-être réformer. Espérons effectivement que ce nouveau pouvoir qu'est les réseaux sociaux, que sont les réseaux sociaux qui sont tenus par les Américains, malheureusement les GAFAM, que ces nouveaux pouvoirs puissent donner une alternative à cette démocratie qui, un peu partout dans le monde, est en perte de vitesse. Et en Algérie en particulier, il y a un travail dessus. Tahar Sisri, peut-être une réaction sur ce que vous avez. Alors, on n'arrive pas à joindre Samia Sayad, malheureusement. On aurait aimé vraiment la voir. Elle a assisté aux rencontres avec l'experte de l'ONU. Tahar Sisri, c'est peut-être une question que je posais, mais vous allez peut-être pouvoir réagir sur ce que vous avez entendu aussi. Mais est-ce que on est à 2024 dans maintenant dans quelques jours, les élections présidentielles arrivent. Il y a tout de même, d'un point de vue général politique en Algérie, il y a ce changement de Premier ministre. Il n'y a pas de remaniement. Il y a plusieurs annonces qui sont faites, l'accélération de projets, on demande au nouveau Premier ministre peut-être de faire des miracles. Il y a ces 2 visites aussi qui sont là. C'est quoi? C'est le pouvoir, selon vous, a dans l'objectif de préparer 2024, même avec ces rencontres-là, par exemple? Bien sûr, on est à 7 jours en fait de l'anniversaire de la journée la plus triste en fait. C'était le 12-12-2019 où le pouvoir a imposé un chef d'État à tous les Algériens alors que le Hirak demandait une transition démocratique. Donc c'est un coup de force contre le peuple que le peuple n'a pas accepté. D'ailleurs, on a vu dans toutes les régions d'Algérie des Algériens qui ont tenté par tous les moyens de s'opposer à ce coup de force contre le peuple. Donc, on peut maquiller les choses, et dire que, je ne sais pas, moi je n'ai pas vu en fait d'amélioration en Algérie. Au contraire, j'ai été à la tête d'une organisation syndicale étudiante en France et notamment en Algérie, dans les militants des syndicats, dans les organisations syndicales autonomes. Donc, aujourd'hui, tous les étudiants ont un seul objectif, pas 2, pas 3, pas 4. C'est de quitter l'Algérie parce qu'il n'y a pas de liberté, parce qu'il n'y a pas de démocratie. Aujourd'hui, tous les gens qui font de la recherche ne veulent qu'une chose, partir au Canada, en France, en Europe et un peu partout dans le monde. Donc, mais ils n'ont pas envie de rester en Algérie. Aujourd'hui, les entreprises publiques sont détruites. Ils sont gérés par les enfants du régime, le Ben Ammi, le Ben Khali, quelqu'un qui connaît un général X, un général Y, et ils les ont tous détruites pour permettre aux concurrents qui sont des éléments dans la junte, qui font de l'importation, et pour s'enrichir encore et encore. Aujourd'hui, en fait, tous les réseaux en fait, de corruption on a vu pendant la période de Bouteflika, mais aujourd'hui ils ont triplé. Donc, et aujourd'hui, l'appauvrissement du peuple, c'est en fait après en fait
d'une grandeur inimaginable. Inimaginable parce qu'aujourd'hui, les parents n'arrivent plus à subvenir aux besoins vitaux de leur famille. Et ils n'arrivent plus à nourrir leurs enfants. 2 millions, 2000 dinars comme salaire de base, alors que en fait les prix, c'est des prix qu'on paye ici en France. Hein. Les prix, c'est exactement les mêmes que les prix en France. Et les gens, en fait les Algériens, ont un salaire de 2000 dinars. Donc, ils n'arrivent même pas à nourrir leurs enfants. Ça, c'est la réalité. Donc, entre les discours et la réalité, il y a un décalage. Il y a un décalage. Donc ce pouvoir totalitaire, pas seulement à utiliser la répression pour empêcher le peuple en fait de s'exprimer, de produire un discours qui est contraire, complètement contraire au pouvoir, à ce pouvoir. D'ailleurs, s'ils ont le courage, puisqu'il y a des améliorations, ils n'ont qu'à autoriser une journée, les marches sur tout le territoire algérien. Et nous, en tant que militants de Hirak, on va appeler à des marches et des rassemblements. Vous allez voir que ce pouvoir n'a aucune légitimité. Que même les appartements, ils vont bouger pour marcher dans la rue parce qu'ils sont maltraités. Donc, justement, tous les vivants vont participer à cette marche. Donc, qu'ils arrêtent. Donc, cette histoire de liberté ou cette histoire d'amélioration n'existe pas. N'existe pas. Les Algériens veulent une chose, en fait, ça bouge un petit peu, ça bouge. Vous gardez la parole. Vous gardez la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais vous gardez la parole. Comment vous constatez un peu comment vous analysez le fait que ça bouge un petit peu? Là, il y a eu quelques sorties du président Tebboune à Tindouf, il était à Djelfa. Il est en train de se mobiliser à fond, notamment il y a des instructions et des ordres qui sont donnés aux ministres, au Conseil des ministres pour réaliser. Pour moi, ça relève des miracles, là, mais bon, du miracle. Mais voilà, est-ce que tout ça, pour vous, ça va quand même dans le bon sens? Bon, en Algérie, au contraire, parce que Hassan Kadé est toujours en prison. Hein. C'est un journaliste autonome qui disait la vérité, qui a défendu en fait les militants de Hirak, qui était dans le Hirak. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est en prison. Donc c'est un journaliste autonome, connu, écouté, respecté. Donc le fait en fait d'y aller à Djelfa et Tindouf pour salir cette région, parce que la région de Djelfa est contre Tebboune et contre le pouvoir totalitaire. Donc ils ont ramené des bus. Donc ils tentent de faire une scène où les gens sont contents de voir Tebboune, alors que c'est faux. Le fait de faire venir la base sociale du régime pour fabriquer une image, pour bien sûr à vendre à l'étranger, parce que les Algériens ne croient pas, ils savent. Hein, et moi je fais confiance à nos amis de Djelfa qui étaient nombreux à participer au Hirak, et notamment à Tindouf. Tindouf c'est encore plus, parce que Tindouf, c'était l'un des fiefs du Hirak, l'un des fiefs de la lutte de 2019. Donc, ils veulent salir cette région. Ils veulent décourager les gens. Ils veulent décourager ces militants qui étaient très actifs. À Tindouf, on le sait très bien, hein, Tindouf souffre plus que les autres régions d'Algérie parce qu'ils sont méprisés, parce que le pouvoir n'a jamais développé en fait cette région qui souffre plus que d'autres régions d'Algérie. Donc, il ne peut pas, en fait, aujourd'hui vendre une image. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, derrière les barrières, il n'y a pas plus de 30 personnes. Il n'y a pas plus de 30 personnes. Ils ont essayé de fabriquer quelques images à vendre. Ou sinon, on entend des gens qui crient, en fait, qui n'arrêtent pas, en fait, de crier, comme en Corée du Nord, hein, c'est des images qui nous rappellent le régime totalitaire de la Corée du Nord. Donc c'est exactement la même chose, parce que on leur a demandé de crier, on leur a demandé de dire tous la même chose et de ne pas s'arrêter du début jusqu'à la fin du carnaval de. Donc on l'a compris. Pour vous, c'est de la communication. Je reviens à vous, Taha Sissi. On va écouter ici la rapporteuse, l'experte donc de l'ONU qui évoque vraiment sa grosse déception. Despite all the openness afforded to me by multiple government ministries and the repeated assurances I received from them
on the situation of human rights defenders. I leave the country disappointed by the opportunities being missed or to embed full respect for the work and legitimacy of human rights defenders in Algeria. I encourage the government of Algeria to view human rights defenders as allies rather than a potential threat to the stability of the country. Voilà, donc ici, encore une fois, l'experte. On vous rappelle, vous pouvez retrouver ça vraiment sur Internet, l'ONU, la déclaration, sa totalité, adopter la loi sur les associations Internet. Donc, voilà, enfin, vous allez pouvoir retrouver ça sur Internet. Voilà, s'abstenir de limiter la liberté de mouvement des défenseurs des droits de l'homme par le recours et la surveillance de routine, entre autres, abolir l'utilisation des ISTN, entre autres. Voilà, il y a plusieurs vraiment recommandations, déceptions, un bilan quand même un constat assez noir, assez sombre. Gamal Abina, voilà, l'ONU est en Algérie une nouvelle fois. Il y a eu cet été. Est-ce que ça peut vraiment faire bouger les choses? L'ONU aujourd'hui est super à tous les niveaux, parfois une sorte de puissance, parfois non. Quelle pression peut faire l'ONU aujourd'hui pour que voilà, je vous laisse et un peu les libertés reviennent en Algérie. Alors, j'ai pas entendu la fin de la question parce qu'il y a une chute de son. Vous pouvez répéter? Je vous dis, voilà, est-ce que réellement y a-t-il une pression? Est-ce que l'ONU demain peut faire pression auprès d'un pouvoir comme l'Algérie où les libertés, les droits aujourd'hui voilà, sont décriés, où il y a des problèmes, des questions qui se posent. Derrière cette visite, qu'est-ce qui peut changer? Ou est-ce que c'est juste un aller-retour et le pouvoir algérien s'en contrefiche Je pense qu'il ne s'en contrefiche pas parce qu'il a accepté quand même sur le territoire national des critiques assez acerbes pour certains éléments. La première partie est plutôt élogieuse, la seconde est beaucoup moins sympathique. Donc ils ont accepté d'entendre ça sur le territoire, ils ont accepté qu'il y ait un rapport qui soit pondu, qui est quand même très long, hein. C'est un rapport assez important. Ils ont accepté les différentes réunions, ils ont accepté que cette rapporteure spéciale puisse se déplacer en Algérie sur différents lieux, que ce soit à Kabylie, Alger ou ailleurs. Et donc je pense que l'intérêt pour le gouvernement algérien, c'est effectivement de dire que nous faisons l'effort, que nous prenons acte de ce qui va être dit et que nous allons sans doute réformer. Donc, est-ce que ça va être suivi et fait, c'est autre chose, mais je ne crois pas que l'ONU soit en mesure, elle est capable de le faire face à l'entité sioniste israélienne, donc elle n'a aucun moyen de coercition sur l'Algérie. L'Algérie gère son pays de façon souveraine. Ça ne veut pas dire que la gestion est bonne ou mauvaise, mais dans les faits, il n'y a pas de moyen de pression possible. D'abord parce que ce serait une ingérence dans les affaires intérieures d'une nation, et ensuite parce qu'on ne prend pas de leçon de l'ONU qui, dans certains pays, considère qu'on peut laisser faire et massacrer 20 000 Palestiniens, et dans d'autres, pour des questions de liberté individuelle, voudrait donner des leçons. C'est compliqué à entendre, mais en revanche, ce qui est positif, c'est que, encore une fois, dans le débat d'idées, on a un rapporteur qui vient pondre un rapport qui le dit oralement à Alger, qui va le donner à l'ONU, qui va être discuté et qui a été accepté par les autorités. Donc il y a peut-être une avancée. Il faut espérer que ça va faire bouger les lignes et espérer effectivement que les réformes dont elle parle soient conduites jusqu'à leur terme, tout simplement. Oui, la question n'est pas anodine parce qu'on sait comment... on se souvient, le président Tebboune au mois de mai dernier, la presse, il recevait d'ailleurs Khaled Drani, journaliste et puis représentant de RSF, où on lui demande, de prêter attention à la liberté, à la libération de Hassan El-Qadi, et puis voilà, en tant qu'RSF ce jour-là, et puis quelques minutes après, on a le président Tebboune qui met moins que rien limite RSF. Donc c'est pour ça que je vous pose cette question. Est-ce qu'aujourd'hui vraiment il y a un petit changement de la part du pouvoir algérien qui, à chaque fois qu'il y a des sénateurs, je ne vais pas les rappeler, des députés, des ONG, que plusieurs des observateurs, même certains analystes comme vous par exemple, c'est vrai que c'est un pouvoir qui est souvent dans le déni, qui a du mal à entendre et qui a du mal à accepter. Donc selon vous, vraiment, ça pourrait peut-être faire bouger les choses là?
RSF, Reporters sans frontières, c'est une ONG, donc c'est pas le même poids. On est sur une organisation qui est non gouvernementale, qui a plus ou moins bonne presse, ça dépend des pays, qui donne des recommandations, qui discute. Draghi est arrivé, c'est quand même pas rien, parce que c'est quand même quelqu'un qui avait été emprisonné à temps. Donc la question des RSF, c'est une question clairement pratiquement de présentation presque spectaculaire. C'est plus de la décoration, c'est un décoration. Mais je vous parlais surtout dans le comportement des autorités du pouvoir algérien. C'est un pouvoir. Je peux pas citer tout le monde, surtout qu'il nous reste 10 petites minutes et on va les terminer ensemble. Mais c'est vrai que souvent c'est quelqu'un qui est dans le déni, dans l'incompréhension, qui n'accepte pas la critique sur plein de choses d'ailleurs. Hein. C'est une des qualités premières du pouvoir algérien, qui a du mal à un moment donné à prendre les choses, à les noter en disant oui, si aux quatre coins du monde on dit ça, c'est que ça va pas. C'est bien aussi un moment d'accepter un peu la critique et de prendre les choses en main. C'est pour ça que je vous posais cette question. Donc selon vous, justement, cette visite-là pourrait faire bouger un peu plus les choses maintenant? Ça a plus de poids, c'est l'ONU, donc c'est un peu plus sérieux, plus institutionnel. Et ce qui est amusant, je vais vous faire une petite plaisanterie, mais c'est une plaisanterie qui en réalité un petit goût de vérité. Le NIF algérien, en l'occurrence, c'est de dire que quoi qu'il arrive, j'ai raison. C'est un vrai défaut qu'on a au sens général du terme. On est aussi bien au niveau institutionnel qu'au niveau de la population. On n'aime pas prendre de leçons de l'extérieur. C'est un classique. Le NIF, c'est de dire qu'on est fier. C'est une fierté parfois mal placée. Donc c'est vrai que la question de savoir est-ce que ça va bouger les lignes, je l'espère. Est-ce que l'ONU sera plus impactante que RSF? Indiscutablement, parce que RSF il a quand même une dimension ONG française, donc c'est quand même particulier. L'ONU c'est un peu plus objectif, un peu plus neutre, un peu plus international, et effectivement les autorités algériennes ont tout intérêt à écouter ces recommandations. Elles ont tout intérêt, pourquoi? Parce que c'est une forme d'amélioration de ce qui existe, peut-être d'écoute enfin de gens qui sont dans le Hirak, qui ont demandé plus que ce qui a été donné. Et tout cela peut être positif. Maintenant, je nie pas dans le marque du café, je vais pas vous dire oui ou non, mais je vous dirais simplement, c'est que le poids de l'ONU par rapport à RSF c'était symbolique. Il a quand même accepté de les rencontrer, ce qui est quand même pas mal. Maintenant, l'ONU, c'est beaucoup plus fort. Elle a émis des critiques sur le territoire national, ce qui est quand même extrêmement nouveau. Donc, ces avancées ne sont pas anodines. Est-ce que ça va être suivi des faits? Que j'ai envie de vous dire, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. C'est vrai. Il faut être vigilant, il faut écouter ce qui va être dit et espérer que ça soit transformé. Tahar Sissi, même question quand même, tout de même, ça c'est l'ONU qui se déplace en Algérie. Il y a le travail que vous faites. Aujourd'hui, il est le bilan est clair. C'est beaucoup de choses que vous relevez, vous, en tant que militant, depuis des années, avant le Hirak, mais depuis le Hirak aussi. Je pense que Madame l'experte ne vous apprend rien spécialement, mais ça reste l'ONU. Mais on sait combien le pouvoir algérien, le régime algérien, c'est complexe. Hein. Il y a beaucoup les militaires d'un côté, il y a le pouvoir politique de l'autre. Mais est-ce que là, peut-être maintenant, c'est un pouvoir qui pourra être à l'écoute, malgré qu'auparavant, je le dis, mais c'est parce que c'est leur comportement qui l'ont prouvé. C'est qu'ils sont quand même beaucoup dans l'acceptation de la critique, dans l'acceptation de certains constats venus de plusieurs représentants, plusieurs catégories socio-professionnelles ou politiques à travers le monde. Mais est-ce que ce pouvoir peut changer et peut comprendre maintenant ce qui se passe? Et que l'ONU fasse bouger les choses. Le pouvoir, au contraire, elle prépare le coup d'après avec la ruse, hein. C'est-à-dire préparer un élément du régime connu par tous, à savoir Mokri, qui est un islamiste connu par tous, et dire au monde entier que voilà l'opposant, et il y a un risque en fait il y a un grand risque en fait de perdre le pouvoir et que les islamistes vont pouvoir le récupérer. Donc, c'est ça, en fait, ce que le pouvoir essaye tout le temps de vendre aux Occidentaux, et c'est ça sa vision, et ces méthodes, c'est les méthodes utilisées. Vous parlez de quoi? De ces méthodes de division, c'est des méthodes d'intimidation, de division, comme peut-être, c'est vrai que ça peut, on en a parlé sur nos plateaux, effectivement, d'essayer de créer des divisions sur différentes régions. Vous pensez que le pouvoir algérien pour 2024 va pouvoir ressortir peut-être les mêmes recettes? Oui, exactement. Donc, il a les mêmes recettes. Donc, il essaie par tous les moyens de dire au monde entier que, heureusement, que les militaires sont là pour protéger les frontières, pour empêcher les Algériens, parce que le pouvoir essaie par tous les moyens de vendre une image d'un Algérien violent, d'un Algérien même terroriste, d'un Algérien qui
qui est détruit, donc heureusement que ce pouvoir totalitaire arrive à sécuriser vos frontières et à empêcher ces monstres de venir en fait sur votre territoire. C'est ça la logique, et c'est ça le discours qui a été produit par le pouvoir totalitaire d'Alger pour convaincre justement les pays dits démocratiques. Parce qu'aujourd'hui, on a vu en France, ils essaient par tous les moyens de nous empêcher d'organiser nos rassemblements après avoir utilisé même un sonomètre pour censurer en fait le discours et on nous empêchait en fait de développer le discours. Et un certain nombre de militants sont harcelés par le tribunal de police. D'ailleurs, je passerai devant le tribunal de police le 22 décembre, tout simplement parce qu'ils essaient par tous les moyens d'arrêter nos rassemblements avant le prochain carnaval. Donc, dire que le pouvoir est souverain, c'est un peu, c'est light, parce que en réalité, ils sont gérés à distance, et ils obéissent à un certain nombre de règles, et d'ailleurs, la question palestinienne a montré que ce pouvoir n'a aucune souveraineté. Le fait d'empêcher le 14 octobre les Algériens qui voulaient sortir en fait dans la rue pour exprimer leur soutien à nos frères palestiniens, ça pose un grand problème, et ça montre le vrai visage du pouvoir totalitaire d'Alger. Le fait d'arrêter 2 enfants qui portaient en fait le drapeau palestinien, ça montre que ce pouvoir n'a aucune souveraineté. Le fait de fermer les stades pour empêcher les Algériens d'exprimer cette solidarité à nos frères palestiniens et dénoncer le crime contre l'humanité, dénoncer en fait ces tentatives d'épuration raciale, ça montre que le pouvoir n'est pas libre, il a les mains attachées et il obéit à un certain nombre de règles. Et entre le discours et la réalité, il y a beaucoup de choses, et les Algériens l'ont vu, et les Algériens l'ont constaté aujourd'hui. Et ils ne pourront plus vendre leur discours. Ce n'est pas... oui, peut-être une minute avant de terminer. Vous parlez de cette division, mais vous parlez de cette division, peut-être une des recettes, et c'est vos analyses et vos expertises qui le disent, une des recettes du pouvoir algérien d'appliquer un peu cette division. Mais là, depuis quelques années, d'ailleurs, dans le cadre du Hirak, ça a été prouvé que les Algériens aujourd'hui, que ce soit aux 4 coins du pays, de toutes les wilayas, et de tout parti politique, idéologie, etc., les Algériens ont prouvé une union tout de même. Hein. Leur but, c'était vraiment il y a ce changement de système, le Daoula Madaniya, Matia Askaria, c'est une priorité dans l'union tout de même. Hein. Les choses, elles ont évolué. Donc, je ne suis pas certain que cette recette, comme vous le dites, de division va fonctionner, si c'est le cas. Bien sûr, en fait, le Hirak, justement, le Hirak a protégé l'Algérie, a plus que protégé l'Algérie, parce qu'il a créé des ponts entre toutes les régions d'Algérie. C'est-à-dire, il a créé des ponts solides, il a cimenté les liens entre les Algériens. Et le fait de cimenter les liens entre les Algériens l'empêche le pouvoir d'utiliser une région contre l'autre, comme il avait l'habitude de le faire, hein, la Kabylie contre les autres régions d'Algérie, les Chaouis contre d'autres régions, Ouaran contre Tlemcen, le sud contre le nord. Donc ça, en fait, le pouvoir l'a toujours utilisé, mais il n'arrivera plus. Parce que le Hirak est tellement... En fait, la vision de Hirak est tellement solide, la vision de Hirak est tellement bien réfléchie pour, en fait, rapprocher les Algériens, renforcer le lien entre les Algériens. Donc, le pouvoir n'arrivera plus, en fait, à mettre, en fait, la zizanie entre les uns et les autres. Donc, et aujourd'hui, même, en fait, les discours qu'il utilisait pour faire peur, sont complètement dépassés. Voilà pourquoi le peuple, oui, le Hirak a gagné cette bataille. Il a gagné cette bataille. Merci infiniment. Le message est clair, le Hirak. On y reviendra avant cette présidentielle. Une petite minute pour le mot de la fin, Gamal Abinam, ce soir avec nous avant de vous dire au revoir.
Oui, simplement, j'espère juste qu'effectivement, c'est une certaine forme d'avancée, que ça va se traduire dans les faits avec des réformes. Et je pense que l'Algérie n'était pas obligée de recevoir des représentants de l'ONU, ils le font. Donc il y a quelque part une façon de vouloir séduire la population qui est peut-être positive. On espère que ça va porter ses fruits, tout simplement. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, Gamal Abina, analyste politique et notamment expert sur les questions internationales. Vous êtes fondateur du mouvement des droits civiques État Sisri, donc libérons l'Algérie hirakiste. Samia Sayad, malheureusement pour des raisons de réseau, on n'a pas pu vous joindre. C'est bien dommage, mais merci en tout cas d'avoir dit oui et d'avoir tenté. On aura le plaisir certainement de vous recevoir dans le cadre de nos prochaines éditions. L'équipe en régie, merci infiniment de nous accompagner techniquement pour préparer ces émissions. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir. Dans un instant, El Umq, bonne soirée à tous.